Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Avant de te présenter les actions du moment, l'inflation revient aux États-Unis. Such a strong inflation print for this month. Avec 3% à nouveau, porté par une vitesse d'augmentation des prix de 0,5% rien que sur le mois de janvier. Une inflation issue de plusieurs facteurs avec une augmentation qui porte d'abord sur l'alimentaire et l'énergie et des tarifs douaniers qui n'aident pas car oui, les pressions d'augmentation de taxes douanières sont en réalité une augmentation de prix pour les Américains qui consomment ces produits. Aujourd'hui, un taux d'inflation à 3% a des implications sur les taux directeurs américains. Jérôme Powell ne sera pas incité à baisser son taux d'intérêt. Le Fed Fund, il devrait le maintenir à 4,50% lors de la prochaine réunion de la Fed. Ainsi, nous restons dans un contexte de taux plus élevé plus longtemps aux États-Unis d'Amérique. En conséquence, les petites et moyennes capitalisations boursières bénéficieront moins de taux courts plus faibles pour leur refinancement et leurs investissements. Alors qu'au contraire, les grandes entreprises américaines devraient conserver leur momentum, elles sont plus solides et ont plus de facilité à se financer même en période de taux plus haut, plus longtemps. C'est l'euro au contraire qui risque de continuer de se dévaluer face à l'US dollar avec un dollar américain qui rémunère à 4,50% à court terme sur des comptes de dépôt ou même chez certains courtiers. Donc un dollar qui se renforce contre un euro qui devrait voir sa rentabilité baisser avec son taux à 2,75% qui pourrait descendre jusqu'à 2% d'ici l'été. C'est en tout cas ce que nous laisse entendre Christine Lagarde en zone euro. Dans ces conditions, je reste assez pessimiste sur l'euro. Je préfère clairement être investi sur actions, sur PEA ou CTO ou même rien qu'en dollars pour mes munitions personnelles, plutôt que de détenir de l'euro qui se déprécie contre le dollar. Dans le même temps, on a un effet qui commence à apparaître sur les taux plus long terme avec Elon Musk qui travaille dur avec son équipe de surdoués pour réduire les dépenses de l'État américain. Actuellement, Elon Musk vise une réduction des dépenses de 4 milliards de dollars par jour, ce qui permettrait de réduire de 1,4 trilliard de dollars le déficit de l'État américain d'ici le vote du budget en octobre 2026. Donc à ce rythme, il atteindrait l'objectif d'une baisse de plus d'1 trilliard et se rapprocherait même des 2 trilliards d'économies pour début 2027. On le sait bien, un budget équilibré, c'est moins d'emprunts, moins de dettes pour la première puissance mondiale et ainsi des taux long terme qui baisseraient aux États-Unis, octroyant à la puissance américaine une attractivité encore plus forte outre-Atlantique avec des impôts qui pourraient même continuer à baisser. Sachant que Trump a déjà baissé les impôts à 15%, il pourrait descendre encore plus bas, voire les supprimer complètement pour les citoyens, pour les particuliers. Le tout en maintenant un budget à l'équilibre financé par des tarifs douaniers de Trump et des réductions de dépenses réalisées par Elon Musk. Dans ce contexte, on va s'intéresser à une action française en souffrance et une superbe action américaine. Allez, c'est parti, on commence avec Pernod Ricard et son portefeuille d'alcool de spiritueux incomparable, une action dont j'ai eu l'occasion de parler dans quelques-uns de mes lives privés fin 2024. Sur un an, l'action PEA affiche une belle douche froide, clairement ici avec moins 36% tiré par le ralentissement de la consommation en Chine d'une part, le tout avec une enquête anti-dumping et des pressions de tarifs douaniers aux USA. Et oui, ici on a un sacré bas de cycle de la consommation des spiritueux qui fait déjà assez mal comme ça. La grande question sur Pernod Ricard, elle demeure, sommes-nous au début de la reprise de son cycle ou pas? Ce 6 février dernier, l'entreprise a publié ses résultats financiers. Ils sont globalement conformes aux attentes avec des objectifs ajustés. Avec d'abord un chiffre d'affaires qui a reculé de 4% comme attendu, avec de meilleurs résultats que prévus aux États-Unis, mais une Chine qui reste décevante sur la consommation d'alcool au 4e trimestre. La mauvaise nouvelle ici, c'est que le top management de Pernod Ricard anticipe que le chiffre d'affaires ne repartirait pas en croissance sur ces 6 prochains mois alors que c'était précédemment l'objectif affiché. Aujourd'hui, la direction partage ses peurs d'un impact sur les volumes suite aux pressions de Donald Trump sur les tarifs douaniers qui réduiraient potentiellement la performance de Pernod Ricard aux États-Unis. Donc aujourd'hui pour 2025, Pernod Ricard explique que cette année 2025 donc sera une année de transition pour le groupe qui dépendra d'abord des variables exogènes donc externes tels que les potentiels de tarifs douaniers sur les spiritueux ou la reprise de la consommation en Chine. Donc voilà, ici on est quand même dans un contexte de tension commerciale et le management aujourd'hui se concentre sur la protection de ses marges en réduisant d'abord ses dépenses marketing de façon drastique. Ce qui devrait amener Pernod Ricard en 2025 à afficher une belle croissance sur ses bénéfices nets malgré une baisse
anticipable sur son chiffre d'affaires. On pourrait même observer jusqu'à plus 21% de croissance sur ses bénéfices en 2025. Il passerait donc de 1,5 milliard d'euros à 1,8 milliard. Donc oui, d'un côté, une baisse de chiffre d'affaires prévue pour cette année, ça déçoit, on creuse encore le bas de cycle de Pernod Ricard, avec de l'autre côté des bonnes anticipations côté marge, tirées par la stratégie de protection des marges justement de l'équipe dirigeante. Alors, reste-t-il de l'espoir pour 2025 pour Pernod Ricard? Ça va dépendre de la Chine, avec des indicateurs publiés en janvier qui laissent tout de même espérer une reprise timide avec des ventes au détail qui augmentent de 3,7%. Bien sûr, il va falloir attendre mars pour confirmer tout ça et peut-être être en mesure de mesurer une intensité différente sur la reprise chinoise. Donc aujourd'hui, le scénario numéro 1 pour moi, pour Pernod Ricard, c'est une reprise qui est graduelle, autant côté USA que côté Chine pour 2025. Donc aujourd'hui, selon moi, pour Pernod Ricard, on est sur la fin du bas de cycle. On a une année de transition ici de renormalisation en 2025 sur Pernod Ricard. Donc ici, pas vraiment un momentum qui me ferait charger en masse cette action. Donc ma stratégie à moi dans ce contexte, ça serait de rester à l'écart de Pernod Ricard jusqu'en début 2026 en attendant une reprise potentielle et d'aller plutôt chercher des valeurs de croissance en 2025. Il y en a beaucoup sur les marchés, je t'en ai partagé pas mal ces derniers temps, notamment dans mes 2 dernières vidéos, et ça sera aussi le cas avec la superbe action que je vais te présenter juste après la fin de mon analyse sur Pernod Ricard. Donc oui, un rebond sur l'alcool que je ne vois pas venir avant fin 2025, donc on pourrait anticiper horizon 1 an à minima. Après oui, certains investisseurs plus valeur, plus value seront attirés par son PE ratio plus attractif ici. En anticipation d'une reprise, Pernod affiche x13 de facteurs de bénéfices. Clairement, c'est beaucoup moins cher que beaucoup de valorisations américaines et même tout simplement de beaucoup d'actions croissance, qu'elles soient européennes ou américaines. Donc voilà ici clairement une opportunité valeur avec un prix par flux de trésorerie actualisé. Donc là, c'est avec des hypothèses assez conservatrices ici qui est bon. On a un prix DCF ou prix fondamental théorique si tu veux qui serait à 247 € l'action. Donc voilà, pour Pernod, il y a quand même des bonnes nouvelles. La marge devrait augmenter. Actuellement, on est à 60% de marge brute, on est à 12,7% de marge nette. Donc la marge nette devrait augmenter. On a un taux d'impôt sur les sociétés qui reste élevé et tiré par son activité en Europe, bien sûr, là, avec la France qui ajoute même une surtaxe sur son taux d'imposition ici. On notera aussi une partie de dividende sur Pernod Ricard qui aujourd'hui affiche un taux brut important à 4,6% de rentabilité annuelle. Dans ces conditions, mon prix cible pour Pernod Ricard horizon l'été reste autour de 100 € l'action, donc une vision stable pour les 4 prochains mois, avec en fin d'année 2025, en cas d'anticipation de reprise sur la consommation d'alcool, un bon 30% de potentiel avec mon prix cible donc pour la fin de l'année qui s'élève à 130 € l'action pour Pernod Ricard, avec un risque moyen autour de 30% de variation anticipé sur le titre aujourd'hui. Donc un risque en baisse aussi à saluer qui témoigne aussi le retour à une certaine normalisation sur le titre. Alors d'habitude j'aborde plutôt les stratégies d'allocation en live. Ici petit point d'attention pour les investisseurs valeurs qui veulent quand même mettre un billet sur Pernod Ricard en anticipation de ce cycle qui repartirait fin 2025 voire début 2026. Il va falloir bien maîtriser son allocation afin de ne pas être trop surexposé dans ce contexte assez négatif pour l'industrie des spiritueux de début 2025. Donc oui, en bourse, parfois, il vaut mieux être patient, peut-être attendre l'été, plutôt que de moyenner son PRU automatiquement à la baisse dans ce type de contexte. Après, rassure-toi, il y a plein d'opportunités à les saisir pour ceux qui cherchent à faire croître leur patrimoine. J'en parle de beaucoup en live que j'analyse, mais aussi en vidéo, et même sur PEA, je t'en ai partagé pas mal dans mes dernières vidéos avec Novo Nordisk notamment, SAP, Ferrari, ASML, et j'en passe. Bien sûr, je vais continuer à te partager des bonnes opportunités sur PEA prochainement. En attendant, voici une superbe action CTO que j'aimerais te partager ici. Avec S&P Global, le géant américain de la donnée des marchés, qui est très connu pour son indice, le S&P 500, et son agence de notation. S&P affiche plus 26% de croissance sur un an et carrément 415% de performance sur 10 ans. Cette action offre une croissance historique qui est importante et elle s'échangerait même sous sa tendance long terme si on se base graphiquement sur la droite de régression linéaire. Il y a 2 jours, S&P Global a publié de bons résultats financiers en affichant plus 14% de croissance tirée par son activité de notation S&P Ratings. Son activité principale est la donnée avec S&P Global Market Intelligence qu'elle exerce principalement aux États-Unis. Son activité de fournisseur de données s'enrichit de services d'intelligence artificielle avec des réseaux LLM stratégiques pour l'optimisation de portefeuilles ou encore l'analyse de données financières avancées.
des services qu'elle va pouvoir vendre plus cher, ce qui lui permettra de développer sa marge. Mais c'est sur sa partie d'agence de notation que sa marge est l'une des plus élevées, avec S&P Ratings qui affiche 60% de marge opérationnelle et une croissance importante sur la demande des entreprises privées sur ces produits de notation. Au global, on a ici un business rentable avec une marge brute à 66% et plus de 25% de marge nette, avec un taux d'imposition compétitif autour de 20% qui devrait baisser sous l'administration Trump et tendre vers les 15%. Donc une entreprise qui est une véritable machine à cash avec une marge qui devrait encore s'apprécier. Le seul bémol, si j'ose dire, car il y en a un, c'est sa valorisation. L'entreprise est chère fondamentalement avec x44 de PE ratio pour 2024 et un x39 de facteur de bénéfice anticipé pour 2025. Une action que beaucoup d'investisseurs n'hésitent pas à payer cher, donc avec x40 ces bénéfices, c'est le prix d'un business qui est très rentable, très résilient aussi face aux crises, affichant une capacité à délivrer du résultat qu'importe la période. Donc oui, sur 2024, ce fut une belle année pour S&P Global, ce qui s'inscrit dans une continuité ici. Le tout avec de belles anticipations de croissance sur ses bénéfices sur 2025 et 2026 avec 10% de croissance moyenne chaque année. Donc ici, on a une entreprise de qualité américaine très utile pour se diversifier, notamment pour ceux qui sont très exposés sur la consommation cyclique, consommation courante, les valeurs technologiques comme les semi-conducteurs. C'est assez intéressant d'avoir des valeurs financières diversifiées en portefeuille aussi, qui peuvent contribuer à réduire le risque en portefeuille. Donc voilà, une valeur qui pourrait continuer à rester valorisée à ces niveaux assez élevés de PE ratio. S&P pourrait afficher une croissance d'une dizaine de pourcents par an pour ses investisseurs, surperformant potentiellement le S&P 500 à long terme. Sans surprise, mon avis est positif sur S&P. Elle permet de diversifier un portefeuille CTO aux États-Unis avec un business solide et rentable en visant 10% de croissance par an à moyen terme. Le tout en acceptant un risque de 20% de variation anticipée. Maintenant, pour profiter de ma totale indépendance, car je ne suis affilié à aucun établissement financier, j'ai créé pour toi deux outils. D'abord, le comparatif 100% indépendant des frais des courtiers pour actions PEA et CTO, et ensuite mon simulateur de croissance pragmatique que tu peux paramétrer selon tes revenus et ta capacité d'investissement. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!